Nous continuons sans pause. C'est un grand plaisir pour moi d'introduire une personne qui n'a pas besoin d'une longue introduction, comme notre hôte, Søren, qui n'est pas seulement responsable pour organiser cette meeting, mais qui est vraiment un personnage très important pour la philosophie herméneutique, phénoménologique, aussi déconstructive ici en Scandinavie, où il est responsable d'un institut ici philosophique à Copenhague. Søren, il a publié plusieurs choses, aussi en plusieurs langues. C'est vraiment ton profil de travailler pour maintenir ouvert cette plurivocité de la philosophie. Je trouve que ça, c'est vraiment très important. Ton dernier livre, c'est Transcendental History, Transcendentale Geschichte, ça existe aussi en français? Oui, pas encore, ça arrive. Le titre ressemble un peu de ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, la transcendance de l'histoire. Je me réjouis beaucoup et voilà, merci. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. On le dit et le répète souvent, mais ce n'en est pas moins faux. Staline, Bismarck, Napoléon n'étaient-ils point vainqueurs? Ce n'est pas leur version de l'histoire qu'on leur raconte aujourd'hui. L'histoire s'écrit certes par les vainqueurs, mais leur histoire est sujette à révision. Autant dire que l'histoire ne s'écrit pas une fois pour toutes, ou ne s'écrit pas simplement. Et jusqu'à nouvel ordre, aucun vainqueur n'aura vaincu pour toujours. Une réécriture peut même se passer assez vite. Se présente aux Italiens un homme d'affaires, nouveau dans la vie politique, et sans tache de la corruption qui avait sévi dans le pays. Mais il suffit d'un peu de temps pour qu'il s'avère que Berlusconi est le pire de tous. Tout se passe comme si l'histoire menait sa propre vie en marge des individus, fussent-ils vainqueurs ou vaincus. Histoire sans sujet, comme disait Louis Althusser, ou bien histoire à la place du sujet, histoire devenant sujet. Mais s'il est vrai que l'on ne saurait faire dériver l'histoire du sujet, ou de la somme des sujets, de la soi-disant intersubjectivité, il est vrai également qu'un sujet ne se constitue jamais par une histoire dont il est exclu. Considérons l'affaire sous un autre aspect. Nous pouvons nous dire, nous qui sommes présents ici, hommes du XXIe siècle, et ce sans doute de plein droit. Supposons toutefois qu'un nouveau-né fût présent à cet endroit en même temps que nous. Quiconque dirait alors d'un tel enfant qu'il est homme du XXIe siècle ou fils de son temps, nous semblerait sans doute avoir mauvais esprit. Pourquoi? Le nouveau-né n'est-il pas présent au même titre que nous? Ne fait-il pas partie de l'histoire du simple fait d'avoir fait son entrée au monde? N'est-il pas en plein dedans? Il n'y a pas d'être plus présent que l'enfant, cela est certain. Mais d'un autre côté, sa présence est telle, nous pouvons peut-être dire, d'une telle intensité ou densité, qu'elle échappe au temps. Comme si, d'une certaine façon, l'enfant ne fût pas de ce monde. Étant déjà dans le monde, il y est comme s'il n'en faisait pas encore partie. Nous avons considéré jusqu'ici l'histoire en un sens qu'il conviendrait d'appeler simplement empirique, ou encore factuel ou chronologique. Et de ce fait, elle nous est apparue comme ne se suffisant pas à elle-même, soit en ceci qu'elle ne s'écrit pas une fois pour toutes, soit parce que l'être humain ne semble pas d'emblée y avoir sa place. C'est dans ce sens, c'est-à-dire envisagé dans son dépassement d'elle-même, que l'histoire sera dite ici, au moins dans un premier temps, transcendantale. On entendra ainsi par histoire transcendantale cette histoire qui ne se passe pas ici, et cependant ne se passe pas non plus ailleurs, cette histoire qui, si elle n'est pas présente, n'est pourtant pas non plus passée ou à venir, puisqu'elle est en un seul moment indivis,
cette histoire ne se situe pas, sauf dans le mouvement de son dépassement, processus au passage. C'est à cette histoire que je me suis proposé d'introduire, et c'est à propos de cette histoire que j'entends discuter, en fin de compte, quelques difficultés, ou ce qui est convenu d'appeler des problèmes. Balisons notre chemin à l'aide d'un mot que j'ai trouvé à la dernière page de la philosophie du nom de Gaston Bachelard, et qui a l'air parfaitement simple. Avant de savoir compter, je ne savais guère ce qu'était la raison. Voilà bien une de ces petites phrases qui a de quoi conforter ceux des lecteurs de Bachelard qui ont coutume de prendre celui-ci pour un écrivain qui avait la plume légère. Que Bachelard, enfant, ait dû apprendre l'arithmétique avant de s'attaquer aux grands problèmes, aux grands principes de la logique, quel intérêt finalement, puisque cela est bien normal. Mais à y regarder de plus près, on découvre un sens tout autre qu'autobiographique et qui renverse complètement les évidences de la normalité. Si l'ordre de l'apprentissage du petit Gaston est bien normal, c'est qu'il vaut pour tout le monde. Ce qui nous amène à dire que la raison est toujours à l'œuvre avant d'avoir prise sur elle-même, qu'il ne saurait en être autrement. On découvre la possibilité de la raison après l'avoir réalisée. Et même, c'est beaucoup dire. Apprenant à compter, en effet, on n'apprend guère ce qu'est la raison. C'est à peine s'il en apprend ce qu'est le nombre. Tout au plus, apprendons à manier ce qu'on nous dit d'être le nombre ou les nombres. Mais ce qu'est le nombre, on sait combien de théories se sont aventurées à nous le dire. Peut-on dire que l'écolier sait ce qu'est le nombre pour peu qu'il sache compter? Non, c'est l'inverse qui est vrai. Nul ne peut savoir ce qu'est le nombre qui ne s'est familiarisé avec les nombres et leur traitement. Nous sommes ici à un niveau du savoir que Husserl nommerait préconstitué et Heidegger préontologique. Deux discours différents, certes, mais qui se rejoignent ici, où nous devons pourtant les laisser en suspens encore un moment, sauf pour autant que nous voudrions signifier par cette terminologie que l'enjeu est philosophique. C'est-à-dire que n'entre en jeu ici ni le mathématicien, ni en somme l'écolier. J'apprends à compter, soit, mais comment? Et qu'est-ce que j'apprends par là? Prenons en exemple, qui ne cède en rien, en simplicité au dictum de Bachelard, 7 plus 5 font 12. Pour être toute simple, la proposition ne s'exempte pas néanmoins de toute lecture. Il faut en effet lire, non pas 7 plus 5 égale 12, mais bien 7 plus 5 font 12. Afin de savoir que 7 plus 5 égale 12, il faut avoir vu que 7 plus 5 font 12. Il faut avoir compté. L'identité n'est établie qu'après coup. Nous comprenons que 7 plus 5 dit la même chose que 12, qu'il y a là deux manières différentes de mettre ensemble 12 unités. Mais une fois établie, l'identité est tellement établie que nous ne nous apercevons plus de l'avoir établie. C'est pourtant ce qu'il faut voir. Sinon, pourquoi Kant, en qui l'on aura reconnu l'auteur de l'exemple 7 plus 5 font 12, persisterait-il à citer un problème d'arithmétique aussi facile à résoudre? On le trouve aussi bien dans sa critique de la raison pure que dans ses prolégomènes. Et à chaque fois, il ajoute « Cela deviendrait plus clair si l'on prenait comme exemple des chiffres plus grands. » Alors que justement, il ne choisit pas de chiffres plus grands. C'est qu'il faut faire comme si nous ne savions pas encore comment résoudre un problème d'arithmétique, pour facile qu'il soit. C'est qu'il faut nous transposer dans un temps d'avant notre apprentissage des nombres, ce qui nous est difficile lorsque nous nous trouvons d'ores et déjà dans son après. Eût-on choisi un exemple plus compliqué, des chiffres plus grands, un problème difficile à résoudre par simple calcul mental, et nous ne nous serions aperçus ni du passage de l'avant à l'après, ni de son importance fondamentale. Lorsque j'apprends à compter, on ne peut pas dire que j'apprends la possibilité du nombre,
j'en fais seulement l'expérience. Je m'engage dans cette histoire de fait qu'est d'un apprentissage. Passer de l'expérience du nombre à sa possibilité revient à faire un pas de plus. C'est une autre histoire, ou en tout cas, cela va nous entraîner dans une autre histoire. Ayant appris à compter, je peux m'apercevoir que ce avec quoi je m'étais familiarisé n'était autre que la possibilité du nombre. Toujours est-il que cette possibilité ne saurait apparaître qu'après coup. Jusqu'alors, c'est-à-dire de prime abord et la plupart du temps, n'étaient apparus que les nombres sans qu'apparaisse le nombre en tant que nombre. Il n'empêche que, rétrospectivement, et de la sorte seulement, je suis en mesure d'établir que la possibilité du nombre était déjà là, en jeu. C'est ainsi que Bachelard nous dit, dans l'ouvrage qu'il nomma le rationalisme appliqué, que, je cite, « l'épistémologie nous enseigne l'histoire telle qu'elle aurait dû être. Il nous situe dans un temps logique. » A-t-on seulement mesuré l'audace de ces formules? C'est en poser la question de savoir ce que peut bien être une histoire qui est telle qu'elle aurait dû être. Bachelard propose sa formule de l'histoire dans un chapitre de son livre où il explique comment le théorème de Pythagore se laisse démontrer à partir de toutes les figures possibles et imaginables. Le carré jouit d'un privilège immérité dans la démonstration usuelle. N'importe quelle figure construite sur l'hypoténuse est égale aux deux figures de même sorte construites sur les cathètes. Il n'est même pas besoin de figures annexes. Le théorème se laisse aussi démontrer par des figures construites au-dedans du triangle, à savoir les triangles des deux côtés de la hauteur. Et Bachelard de conclure, on aurait dû le prévoir. L'exemple se retrouve un peu partout dans l'histoire de la philosophie. Entre autres chez Hegel, qui nous dit dans sa préface à la phénoménologie de l'esprit que le triangle rectangle ne nous apparaît en tant que tel qu'après la construction des figures annexes, après que nous l'ayons perdu de vue, affairés comme nous étions à comparer les carrés sur ses côtés. Je cite, « C'est seulement à la fin que le triangle est rétabli, le triangle auquel nous avions proprement affaire. Le résultat n'est résultat que pour autant qu'il résume en lui le processus qui y amène. Le résultat est ein als wahr eingesehenes. » C'est en quoi la phénoménologie de Hegel, d'après ce que nous lisons dans l'introduction au même ouvrage, veut rendre compte du savoir en tant seulement que celui-ci doit parvenir à sa manifestation. En lui-même, là je dois peut-être écrire, mais c'est un peu difficile à suivre le discours si on ne sait pas que je nomme seulement des lettres. En lui-même, le triangle rectangle ne saurait faire épanouir le théorème de Pythagore, seule la construction prescrite par le théorème en fait montre. De même, le nombre 12 à lui seul ne nous dit strictement rien. Pour savoir qu'il est égal à 7 plus 5, il faut avoir fait le compte. En règle générale, disons même que A, pris isolément, ne saurait nous dire ce que dit A égale A. L'identité A ne nous apparaît que rétrospectivement, c'est-à-dire une fois que nous avons posé sa différence d'avec un autre A, pour dépasser ensuite cette différence en posant l'identité des deux, A égale A. C'est ce passage ou processus que Hegel appelle le pur mouvement de la réflexion. Ce qui doit ici retenir notre intérêt n'est pas tant le principe d'identité que le mouvement par lequel on arrive à celui-ci, et plus précisément la pureté de ce pur mouvement. Il est vrai qu'un tel mouvement implique et le temps et l'espace, mais il s'agit toutefois d'un mouvement sans lieu ni date. Peu importe que Pythagore ait été le premier à prouver le théorème concernant le triangle rectangle, peu importe que la possibilité de la géométrie se soit déclose en Égypte, et peu importe la chronologie, le temps de la montre, lorsqu'il s'agit d'apprendre, d'enseigner, voire de découvrir. Ce que nous visons ici est l'histoire telle qu'elle aurait dû être, puisque cette histoire seule, c'est cette histoire seule qui saurait établir
le véritable écart de l'avant et de l'après, de même que seule cette histoire saurait s'établir dans cet écart qui s'ouvre dans notre histoire de fait. Il est vrai que la philosophie ancienne avait déjà vu comment, suite à la progression de notre connaissance, le rapport de l'avant et de l'après s'inverse et préconisait qu'en toute recherche, nous devons partir de ce qui est premier pour nous, proteron, prosémas, pour arriver ensuite seulement à ce qui est premier par nature, proteron fusei. Telle est la terminologie que l'on trouve partout chez Aristote. Il n'empêche qu'il reviendra aux philosophes modernes de s'interroger précisément sur l'invention de ce rapport de l'avant et de l'après. Car si tant est que ce qui est premier ne se trouve qu'à la fin, en quel sens devons-nous le dire premier? Quel statut accorder à ce chemin que nous devons parcourir afin de trouver ce qui est premier? Le moins qu'on puisse dire d'un tel chemin ou mouvement, c'est qu'il est incontournable, für uns Menschen wenigstens. Mais je crois qu'il faut se risquer à dire plus. Je crois qu'il faut dire que ce chemin ou mouvement est ce que nous nous découvrons être. Je m'explique. C'est seulement après avoir établi que A égale A que je puis considérer comme établi l'identité de A. Et c'est seulement après avoir suivi la démonstration du théorème de Pythagore que je puis revenir sur le triangle rectangle et reconnaître en lui le triangle pour lequel vaut ce théorème. Et qui plus est, c'est seulement après avoir établi de telles vérités que je suis en mesure d'affirmer que l'état de choses dont elles parlent était tel qu'elles disent avant leur découverte. Autrement dit, la vérité même de ce qui fut le cas avant notre découverte ne se laisse affirmer qu'après notre découverte. Pour le dire autrement encore, la connaissance humaine n'est autre chose que le mouvement de cet avant à cet après. C'est là le sens de l'exemple des lois de Newton dans le paragraphe 44 de Sein und Zeit sur la vérité, où Heidegger se demande si, en conséquence de sa conception de la vérité, il faut dire que ces lois étaient fausses avant leur découverte pour répondre que non, mais que d'autre part, elles n'étaient pas non plus vraies. La distinction même du vrai d'avec le faux suppose le mouvement jusqu'à cette distinction. Nier ce mouvement revient à réduire à rien la connaissance humaine. Il faut constater qu'à cet égard, Husserl va plus loin encore, puisqu'il fait entrer l'histoire dans la définition même de la philosophie et des sciences. Philosophie et sciences, selon sa crisis, ne sont d'autre chose, je cite, que le mouvement historique de manifestation de la raison universelle innée dans l'humanité comme telle. Il faut attendre Merleau-Ponty et Derrida pour trouver une élucidation des questions que pose une telle définition. Je vous prie de bien vouloir les attendre un peu ici aussi. J'étais parti d'une petite phrase de Bachelard. Avant de savoir compter, je ne savais guère ce qu'était la raison. Il me semble que pour exprimer brièvement notre lecture de Bachelard, nous pouvons transcrire cette phrase comme suit. La pratique du logos nombre amène à la possibilité du logos nombre et par suite à la possibilité du logos raison. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est au bout de ce chemin que nos perspectives se trouvent renversées. Nous ne nous trouvons pas d'emblée dans le temps logique. De même que nous n'avons jamais commencé par la logique. Il faut découvrir la logique à l'œuvre afin de résumer ces lois. Il faut qu'existe une logique matérielle avant que nous ne puissions établir une logique formelle capable de subsumer ces lois. Résumer, subsumer, en moins reconnu par cette terminologie le projet de la logique transcendantale. Il me semble, toutefois, que l'on peut remonter bien plus loin. Après tout, Bachelard n'est pas le premier à observer la raison à l'œuvre avant de se tourner directement vers elle. Le même moment est lisible chez Descartes déjà. Celui-ci se pose la question de l'avant et de l'après à propos du morceau de cire que, au jour de la seconde méditation, on fait fondre tandis qu'il l'observe. Il s'agit ici encore de l'identité.
On se souvient que cette identité s'établit à l'aide du concept, en espèce le concept extensio, extensum, qui réside dans mon esprit, pour parler comme Descartes. Par là, toute res extensa dépend d'ailleurs de la res cogitans, mais n'importe. Ce dont il s'agit pour nous, c'est que et la res extensa et la res cogitans dépendent du processus, du mouvement. Descartes ne commence pas par le cogito. Tout comme Gaston, René a commencé par la pratique des sciences, pour ensuite les mettre en doute. Ce petit itinéraire du doute au cogito, de la première à la seconde méditation, est précurseur par rapport au long voyage sur la mer que seront la critique de la raison pure et la phénoménologie de l'esprit. Dans ce qui précède, l'être humain a été décrit comme s'il ne fût que raison. Il convient maintenant de mettre l'accent sur son accès à la raison, pour autant que celui-ci fasse partie de son accès au statut même d'humain. Quel est ce passage qui demeure et pourtant, c'est-à-dire justement pour autant qu'il doit être passage, ne demeure pas? Difficile à dire, puisque nous tournons alors le regard vers quelque chose qui ne subsiste pas, loin de la substance. Remplaçons, dans un premier temps, notre question sur le passage par ces d'autres, plus simple. Eu égard à ce passage que nous avons dit, passage d'un avant à un après, quelle est la différence entre l'homme d'avant et l'homme d'après? Déjà, le sujet de la connaissance de Kant, je veux dire le sujet qui s'exerce à son exemple 7 plus 5 font 12, n'est pas n'importe quel sujet. Avant de savoir compter, qui étais-je? Quelqu'un qui ne savait pas encore que 7 plus 5 font 12. C'est-à-dire, et je le dirai prudemment, par exemple, un enfant. Mais par ailleurs, un enfant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne sait pas compter ou calculer. Ne nous viendrait-il pas plutôt à l'esprit de caractériser l'enfant comme celui qui ne sait pas encore parler? Avant de savoir parler, donc. C'est ainsi que Agamben nous rappelle l'acception originaire du latin infantia, mot qui désigne non seulement ce que nous appelons enfance ou infantia, mais aussi ce que l'on nomme aphasie. L'enfant est un être muet, au moins en ce sens qu'il n'a pas encore acquis l'usage de la parole. L'enfant est quelqu'un qui se trouve en avant de la langue. Et après, lorsqu'il aura appris, y a-t-il même un tel après? Nous apprenons toujours, et la langue ne cesse d'apparaître, de naître lorsque nous parlons. Le passage de l'avant à l'après aura toujours lieu tant que notre langue ne sera pas une langue morte. Nous la mettons au monde et avec elle nous-mêmes et le monde même. En d'autres termes, qu'est-ce que l'enfant acquiert en acquérant l'usage de la parole? Qu'est-ce qu'il apprend en apprenant à parler? Il faut bien admettre que l'enfant apprend plus et autre chose que la langue, si du moins on se restreint à entendre par celle-ci seulement des mots et des phrases. L'usage de la parole, cette formule le dit déjà. Apprenant à manier la langue, on apprend à situer les choses, y compris à trouver la situation de celui qui dit « je ». Mot difficile s'il en fut. Il suffit de penser au jeune enfant à qui l'on dit par exemple « tu ne dois pas crier ». L'enfant, s'il est encore à ses débuts dans la langue, peut croire à répéter la leçon en rétorquant sur le champ « tu ne dois pas crier ». Ce qui, à y regarder de près, n'a rien d'étonnant. Ce qui devrait nous étonner est plutôt que « tu » soit « je ». Tout comme nous étonnerions, pour peu que nous puissions nous transposer dans un temps de prime enfance, dans un état de prime enfance, que ici soit là, que maintenant soit alors, etc. Si l'on peut de la sorte expliquer, comme le fait Agamben sur les traces de Benveniste, la fonction du « je » à partir de ce que la linguistique nomme les shifters, il faut sans doute conclure que « je » ne désigne pas autre chose que celui qui dit « je » dans l'acte du discours où il est dit. Conclusion qui
peut aussi s'énoncer négativement, je cite Agamben, Infancia Historia, le transcendantal ne saurait être le subjectif. En effet, c'est ce qui s'ensuit. On pourrait même ajouter que la philosophie a tiré cette conséquence depuis bien longtemps. Le transcendantal n'est plus le subjectif, mais il n'a pas non plus un effet de langage. Car en effet, nous ne savons pas que ici soit là, que maintenant soit alors, etc., mais nous apprenons qu'il en est ainsi, et que la langue procède de la sorte. Par où je ne vise nullement à réfuter Agamben, qui en a parfaitement conscience. C'est même par le biais de ce raisonnement que l'on trouve chez lui en toutes lettres une définition de l'histoire au sens transcendantal du terme. Selon Agamben, l'histoire transcendantale constitue, je cite, la limite et la structure a priori de toute conscience historique. Il faut bien admettre que le mot « histoire » est pris dans cette définition en plusieurs sens, tant il est vrai que nous devons entendre par histoire transcendantale la condition de l'histoire empirique dont nous prenons conscience. Si l'on devait s'en tenir au thème de la langue, on dirait « le fonctionnement de la langue est un fait, certes, mais que la langue arrive à fonctionner ne l'est pas ». Cela veut dire encore une fois que nous ne pouvons décrire un avant qu'à partir de son après. L'origine de la langue n'est pas dans l'indescriptible mutisme d'un stade pré-langagé, pas plus que l'origine de l'histoire n'est dans le préhistorique ou l'anhistorique tout aussi indescriptible. L'origine que nous cherchons à décrire ici est tout à fait dans son devenir, dans un originarsi, quelque peu comme une source qui, elle, n'est que son jaillissement. Nous retenons pour cette occasion que la détermination de l'homme comme l'être qui n'est pas d'emblée ce qu'il est. Si le transcendantal ne saurait être le subjectif, c'est comme l'explique Jean-Luc Nancy en quelques pages denses de la communauté désœuvrée, que le sujet, je cite, est ce qui devient ce qu'il est. Et par là même que, je cite encore, l'histoire est la constitution ontologique du sujet lui-même. Nous considérons pour l'instant que ce passage, cette origine de l'homme, qu'est la transition du pré-humain à l'humain. Transition historique s'il en fut. À une époque donnée, l'être que nous nommons humain s'est dressé sur ses pieds de derrière et s'est levé ainsi au-dessus du stade animal. Époque immémoriale, certes, mais en quel sens immémorial? Car il ne s'agit pas d'un fait, et surtout pas de ce genre de fait qu'on a coutume de nommer accompli. À un moment donné de sa préhistoire, l'homme s'est levé, il est d'arriver à la station debout, à la verticalité, condition humaine. Mais on sait que cela ne veut pas dire que depuis, il est donné à chacun de nous de naître ainsi. Je ne fais ici que répéter la leçon des notes de travail du dernier Merleau-Ponty. L'époque immémoriale dont il est question n'appartient pas plus à l'espèce humaine qu'il n'appartient à l'être humain au singulier. Nous naissons à plutôt que dans la condition humaine. Si l'époque d'avant notre condition est immémoriale, une fois que nous avons atteint l'après, c'est qu'elle appartient à la prime enfance, mais autant celle de l'espèce humaine que celle de chaque individu de l'espèce. Il semble que nous ayons là finalement, sinon déterminé, alors au moins cerné le passage dont nous avons cessé d'interroger la nature. Les différentes variantes du passage de l'avant à l'après, de la raison, avant de savoir compter, de l'avant à l'après du langage, avant d'avoir acquis l'usage de la parole, de l'avant à l'après de la station debout, avant d'avoir appris à marcher, ont dépeint le passage lui-même comme la plus fondamentale differentia specifica humaine. Quel que soit le passage à l'humanité, il semble bien que ce soit le passage lui-même qui finit par définir celle-ci. En dernière analyse, il faut donc élaborer la définition de l'histoire transcendantale en disant qu'elle n'est d'autre chose que le passage du préhistorique à l'histoire, en jouant, bien entendu, encore sur le double sens du mot historique.
On entendra alors par être humain cet être qui est historique du fait de son devenir historique. C'est ainsi que l'homme se définit chez Kierkegaard par sa répétition ou véritablement sa reprise de la condition humaine. Dernière partie de ma conférence, les difficultés ou problèmes. Car cessons de procéder comme si nous étions sur terrain ferme, examinant et la tradition et l'état de la question au sujet de l'histoire au sens transcendantal du terme, et en posant quasiment que cette histoire constitue un mot d'ordre, voire une solution aux problèmes philosophiques de la connaissance et de l'existence humaine. Comme on sait, ce n'est jamais avec une telle assurance que nous pouvons avancer en philosophie, et vous êtes bien en droit d'attendre de moi au moins un aperçu des réserves à faire, quitte à voir percer enfin l'histoire transcendantale comme problème plutôt que comme solution. Puisque nous en étions à Kierkegaard, retenons pour ce qui suit sa définition de l'existence humaine comme reprise de toute la condition humaine. Nous sommes tous Adam, comme le résumait un jour Jean-Paul Sartre. Chez Kierkegaard, cela est l'histoire de la chute de ce péché originel qui n'est d'originel que s'il tire son origine non seulement d'Adam, mais aussi bien de ce singulier qu'est chacun de nous. Qui plus est, cette histoire, comme vous savez, est tout instant. C'est l'instant de l'angoisse. Il peut sembler étrange, certes, que l'histoire ne se définisse par l'instant plutôt que par la durée. Mais il faut dire, au moins, que ce n'est là nullement une particularité de Kierkegaard. Il en va de même chez Heidegger, notamment de ce Später Heidegger qui entreprend d'écrire l'histoire de l'être et qui définit l'histoire à partir de cet avènement ou événement qu'il nomme Ereignis, ou plus proche en cela à Kierkegaard, Ereignis. Et même chez le premier Heidegger, resserrant son thème de la relation de l'être et du temps dans le rapport de l'être humain au temps, l'existence humaine est définie comme histoire sans qu'il ne soit question d'une quelconque étendue de celle-ci. Le temps qui s'étend ou s'étire et qui a une durée, cette histoire n'est que la trace de l'authentique histoire que Heidegger nomme parfois histoire ontologique. L'histoire qui est eigentliche Geschichte n'est pas, mais arrive, advient, surgit, ereignet sich. La durée de ce que d'ordinaire on nomme histoire, c'est-à-dire l'histoire nommée empirique, factuelle, chronologique dans ce qui précède, cette durée n'est que la trace de l'histoire événement. Chez les penseurs d'aujourd'hui, il n'en va guère autrement. Le chef-d'œuvre d'Agamben, que j'ai déjà cité, Infantia Historia, qui ne cesse de scruter la notion de l'histoire transcendantale, définit lui aussi cette histoire à partir de l'instant dont l'instance est toute transition. Derrida, introduisant à l'origine de la géométrie de Husserl, dit d'avoir trouvé la désignation histoire transcendantale chez Husserl, encore qu'en une occurrence seulement, et propose une définition de l'histoire qui ne fait que retourner une remarque de Husserl. Cette remarque, une formule que lâche Husserl à un moment donné de ses leçons sur la conscience intime du temps, im absoluten Übergehen, et qui peut certes sembler fortuite, va fournir toute la leçon que tire Derrida de Husserl. C'est le passage qui est absolu. Et Nancy, pour qui l'histoire finit, est, je cite, l'arrivée du temps de l'existence, ou de l'existence comme temps, désigne comme sens minimum de cette histoire non pas la succession des événements, mais leur dimension commune. Or, ce nouvel absolu de la philosophie, combien il est transitoire. Voilà qui va désormais faire question. À vrai dire, ayant poussé la définition de l'histoire jusqu'à ce point, c'est à peine si l'on en aperçoit l'absoluité, car le transitoire, absolutisé, que recèle-t-il de transitoire? À ce qu'il semble, c'est à cause de tels problèmes que l'histoire transcendantale va avoir assez mauvaise presse, à partir d'une certaine époque, au moins en France. Michel Foucault, notamment, n'a de cesse d'en finir avec cette histoire qui n'est, selon lui, que l'histoire pour philosophes. Ce qu'il reproche surtout aux philosophes champions d'une telle histoire, de Hegel à Sartre, c'est leur tendance à la totalisation de l'expérience humaine.
reproche qui marque le chapitre conclusif de l'archéologie du savoir par un assaut à ce que Foucault choisit de baptiser la grande destinée historico-transcendantale de l'Occident. On reconnaît là le thème depuis lors galvaudé de la fin de l'histoire, thème que l'on peut trouver dans un premier temps, par exemple chez Jean-François Lyotard ou chez Michel Art, pour qui l'histoire transcendantale est achevée. Prises de position qui ne sont pas à négliger ici, eu égard aux définitions que l'on vient de donner, et qui impliquent justement qu'il ne saurait y avoir de fin de l'histoire, sauf à adopter un ton apocalyptique en philosophie, puisqu'une telle fin équivaudrait à la fin de l'existence humaine. Si l'on relit aujourd'hui le dernier chapitre du livre de Foucault, on s'aperçoit que la cible de sa critique n'est d'autre que la subjectivité qui se masque sous le thème de l'histoire, pour autant que le rôle de celle-ci revient à être révélateur du moment transcendantal. L'histoire des philosophes d'hier est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité, la ruse de la raison, dont elle gouverne et l'origine et la téléologie. Il se peut que Foucault ait été motivé par la critique jadis à lui-même adressée par ceux qui avaient pris la parole au nom de cette histoire, Lucien Goldman, Henri Lefebvre, Alfred Schmidt en Allemagne. On dit que Foucault avait étudié à fond la critique de la raison dialectique de Sartre, et Dieu sait que quiconque a eu cette patience demeure sous le coup d'une pesante entreprise de totalisation, encore sous l'influence de Hegel. La critique foucaldienne de la philosophie de l'histoire est-elle en vérité anticritique ? Mais Foucault n'aurait-il pas pu se contenter alors de reconduire l'argument de Roman Jakobson, précisant le statut des perspectives synchroniques et diachroniques, pour signaler que, n'en déplaise aux philosophes défenseurs de l'histoire vivante, l'une n'est pas plus historique que l'autre. Et n'est-ce pas dépasser le but que de mentionner, comme le fait en effet Foucault, non pas Goldman, Lefebvre et les autres, mais bien Kant, Husserl, Merleau-Ponty. Et lorsque Foucault déclare que son but est d'affranchir l'histoire de la pensée de sa suggestion transcendantale, ne suffirait-il pas, à nous lecteurs d'aujourd'hui du moins, de rappeler le mot d'Agamben selon lequel le transcendantal ne saurait être le subjectif? Le dialogue final de l'archéologie du savoir ressemble à un dialogue platonicien, en tout cas à bon nombre des dialogues platoniciens, en ceci que cette finale est aporétique. Foucault avoue être sérieusement embarrassé par la question de savoir si son archéologie, si son analyse discursive est plutôt histoire ou plutôt philosophie. Et en effet, on ne saurait résoudre ou dissoudre un problème philosophique par l'histoire, pas plus que l'inverse. Cela ne ferait évidemment qu'ajourner le problème. Reprenons, pour l'instant, la formule de ce problème en termes foucaldiens. En quoi un a priori historique est-il historique et en quoi a priori? Si un tel a priori doit bien être historique, ne doit-il pas être chaque fois de la même façon a priori et de la même façon historique? Mais en quoi un tel a priori est-il alors historique? Et ne finit-on pas par construire de la sorte une histoire a priori? Si cependant Foucault n'a su démêler son archéologie des entrelacements de la philosophie de l'histoire, si enfin lui non plus n'a su esquiver le problème de la totalisation hegelienne, il n'en demeure pas moins qu'il a entamé le dialogue avec le problème et qu'il en a avoué la survivance embarrassante. Totalisation hegelienne, style de pensée qui nous hante encore, la pensée qui vise le tout en réduisant à chaque fois le différent à l'identique. Totalisation qui peut fort bien avancer masquée sous le nom de l'histoire, car enfin, qui ne voit pas que l'histoire, fût-elle conçue de façon transcendantale, pour être histoire, doit être à tout moment histoire. Par où même l'histoire finit par avoir une forte ressemblance avec n'importe quel autre ens supremum ayant posé sa candidature en tant que dernière instance tout au long de l'histoire de la philosophie. Faut-il cependant attribuer une telle acception et une telle tradition au mot « histoire » ? C'est ce qu'il semble aux philosophes, c'est au moins ce qu'il a semblé à certains philosophes à une certaine époque. Jacques Derrida, à qui l'on doit d'avoir comme exhumé la notion d'histoire transcendantale et de l'avoir développée dans toute son ampleur dans l'introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, dont il fait paraître la traduction en 1962, va lui-même abandonner le terme peu après. Son geste est motivé dans la communication sur la différence, avec un A, qu'il
prononce à la Société française de philosophie en janvier 68, et ce plus précisément dans un passage où il est dit que, je cite, « Si le mot histoire ne comportait dans lui le motif d'une répression finale de la différence, on pourrait dire que seules des différences peuvent être d'entrée de jeu et de part en part historiques. » D'où il ressort que le mot qui est censé remplacer la différence avec un A n'est d'autre que celui de l'histoire. Mais encore, faut-il admettre que ce dernier mot véhicule forcément la répression finale des différences? Cela est vrai sans doute de la pensée hegelienne. Cela vaut sans doute pour nombre de figures sous lesquelles cette pensée a su se travestir. Mais n'avons-nous pas appris à penser autrement le motif de l'histoire? Et Derrida n'est-il pas sur ce point justement notre maître à penser? Force est d'admettre, en tout cas, que si le seul mot d'histoire risque de figer en son nom, c'est-à-dire par l'effet de nommer ce mouvement différent qu'est l'histoire, il n'en va guère autrement du mot différence, avec un A. Et ce, de l'aveu même de Derrida, je cite, c'est là toujours la même conférence, car il n'y a pas de nom pour cela, pas même celui d'essence ou d'être, pas même celui de différence. Notre auteur, Derrida, a beau ajouter immédiatement après que la différence n'est pas un nom. Il se trouve lui aussi, malgré son inventivité, capturé par la grammaire, par la grammatologique, du nom de la différence, faisant de son désaveu une dénégation, et, non sans s'en apercevoir, il est amené à déclarer son invention nulle et non avenue. Il n'y a pas de nom pour cela, même pas celui de différence. Or, si ce mot est vain ou fortuit, l'est-il moins que celui d'histoire? En d'autres mots, pourquoi pas la différence, ou même l'archi-écrit? Ou même, en d'autres mots, pourquoi la différence, ou même l'archi-écriture? En d'autres mots encore, ou en un seul mot, pourquoi pas l'histoire? La différence derridienne, l'Ereignis heideggerien, ne disent-ils pas ce que dit, dans une terminologie plus traditionnelle, j'en conviens, le mot « histoire » tel qu'il vient d'être motivé? C'est ce que n'hésite pas à supposer Jean-Luc Nancy dans La communauté des œuvrés. Reprendre cette supposition à mon compte, voilà ce que j'ai trouvé de mieux à faire. C'est même ce que j'ai trouvé de mieux en vous présentant la notion de l'histoire transcendantale et ses péripéties jusqu'aujourd'hui. Autant dire, je n'ai pas trouvé mieux. Il m'a semblé que, jusqu'à nouvel ordre, nous aurons besoin d'un mot pour nommer ce mouvement du transcendere qui est en jeu dans toute transcendance. Il est vrai qu'un problème nous est apparu avec ce mot, avec la notion d'histoire, et qui est sans arrêt d'éviter que ce mot mette fin au transcendere en figeant, de la façon la plus traditionnelle qui soit, la transcendance en quelque chose de transcendant, en quelque chose de subsistant par lui-même, c'est-à-dire en toute autre chose que l'histoire. Car l'histoire n'a pas de fin. Le transcendere ne s'arrête pas. Limité par l'horaire de ma conférence, je dois cependant m'arrêter ici et maintenant. Ce que je fais en vous remerciant de votre attention.